Hello! J'espère que vous allez bien les amis, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans vraiment ce qui va être en fait finalement le vlog de clôture de ce voyage au Japon. Déjà premièrement parce que vous avez été des milliers à me poser des questions sur ce voyage et que j'avais envie de répertorier toutes les questions dans une seule vidéo pour vous aider au mieux si vous avez prévu de partir au Japon dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a peut-être beaucoup de questions que vous vous posez et franchement je trouvais ça plus simple de tout réunir au même endroit, donc aujourd'hui je vais vous répondre. Et aussi parce que je vous ai promis un haul de tout ce que j'ai ramené du Japon et franchement je savais pas trop le caler. Je me suis dit tu sais quoi, on va faire une petite vidéo clap de fin de ce voyage au Japon parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'avais envie de voilà tout mettre au même endroit, comme ça si jamais dans le futur il y a des gens qui se posent des questions, je pourrais renvoyer à cette vidéo. En ce qui me concerne, je suis rentrée du Japon il y a 2 jours, je suis encore en jet lag et en plus de ça je suis malade, ça se voit pas mais là c'est un bon début de sinusite, donc vous m'excuserez si je parais un peu incohérente à certains moments, c'est juste que je dois rassembler toutes mes idées et mes 2 petits ongles ici ont lâché le combat. C'est parfait, écoutez, pour commencer cette nouvelle année. En tout cas très contente de vous retrouver ici face caméra, trop hâte de reprendre les vlogs que vous allez de toute façon bientôt retrouver. Je vous en dirai plus puisque jeudi vous allez avoir un vlog mais je vous en reparlerai. Bref, je vais répondre à toutes vos questions parce que franchement il y en a tellement. Prenez un petit truc à boire, moi perso c'est du Fairvex. Comment est-ce que tu as fait pour le wifi? Est-ce que tu as des conseils? Alors nous c'est très simple, on a pris une eSIM. Voilà, il y a plein d'applications qui vous permettent de prendre des eSIM. On en a pris une avec un nombre de gigas que moi j'ai rechargé 2 fois, donc en tout j'ai utilisé 40 gigas sur 3 semaines au Japon, que ce soit pour uploader mes stories, mes vidéos, mes TikTok, etc. ou alors pour consulter les réseaux sociaux de manière générale. C'est mon boulot donc je me suis pas posé 1000 questions. On a pris une eSIM et quand on était dans les hôtels on prenait le wifi et ça se passait très très bien. Moi j'ai pris Saily parce que j'avais déjà utilisé cette appli et je trouvais trop pratique, mais il y en a plein qui existent. Est-ce qu'il faut louer une voiture où tout est très accessible en transport en commun? Alors nous, pour notre premier voyage, on a décidé de ne pas louer de voiture et de se concentrer en fait sur un road trip, on va dire plutôt classique. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du coup un road trip comme on n'avait pas de voiture? Mais bon, vous avez compris l'idée. Tout a été super simple d'accès à chaque fois en transport en commun, ou alors les seules fois où vraiment on s'est fait un petit kiff, on a pris une voiture, on a pris un taxi et ça s'est très bien passé. Mais au Japon, franchement, les trains, c'est vraiment génial. C'est un peu l'équivalent des TER, RER, mais qui sont aussi sur des voies de métro. Enfin en fait honnêtement vous pouvez vous rendre de Kyoto à Nara, de Osaka à Kyoto à Nara en 1 heure, en 1 heure et demie. Vous n'êtes pas obligé de prendre des tickets spécifiques, vous avez juste besoin de prendre une Suica. Alors la Suica c'est quoi? Je vais quand même vous montrer parce que ça j'anticipe déjà la question. Pour se déplacer là-bas, au lieu de vous casser la tête à prendre des tickets de métro pour aller d'un point A à un point B, etc., il y a une carte que vous pouvez avoir sur votre wallet qui s'appelle la Suica. Vous l'ajoutez tout simplement et vous ajoutez des sous dessus et en fait c'est très simple, que ça soit pour le bus, pour le métro, etc. Vous la scannez quand vous rentrez, vous la scannez quand vous sortez et ça débite automatiquement dessus et c'est hyper pratique, c'est super intuitif. Vous avez même pas besoin d'ailleurs d'ouvrir, vous pouvez mettre juste poser votre téléphone comme ça, c'est super pratique. Il y a que certaines zones dans lesquelles ça ne fonctionne pas et dans le pire des cas, s'il y a des zones dans lesquelles ça fonctionne pas, à la sortie ça va vous bloquer et vous devez juste payer la différence au guichet. Mais franchement ça nous est arrivé qu'une seule fois quand on est allé au temple avec tous les Daruma, c'est la seule fois qu'on a eu ce problème là, mais sinon on n'a jamais eu ce problème. Et la seule fois où on a dû vraiment prendre des billets de train, c'est quand on a pris le Shinkansen, donc qui est l'équivalent du TGV, pour aller de Kyoto à Tokyo. Voilà, c'était juste le seul moment où on a dû prendre des tickets spécifiques parce que c'est quand même 2 heures de train, c'est un peu plus loin, mais sinon on a tout fait avec la Suica et c'était hyper facile. Néanmoins, si je peux dire quelque chose, il est vrai que pour un premier voyage au Japon, j'étais très contente de pas avoir pris une voiture, mais si on y retourne, on aimerait bien justement louer une voiture cette fois-ci pour aller plutôt dans les montagnes, dans les villages et aller un peu plus deep dans le Japon que le voyage on va dire plutôt classique qu'on a fait pendant 3 semaines. Donc ça dépend un petit peu du type de voyage que vous voulez faire, sachant que n'oubliez pas qu'au Japon on conduit de l'autre côté, donc ça c'est aussi un paramètre à avoir. C'est quelle excursion que tu as prise pour le mont Fuji avec les vues? C'était en groupe ou pas? Alors non, nous on a pris vraiment pas mal de choses via une appli qui s'appelle Klook. C'est une appli que j'avais vue beaucoup sur les réseaux sociaux et sur lesquels il était dit qu'on pouvait faire
faire vraiment pas mal de réservations sur place. Par exemple, moi, les billets de train du Shinkansen, donc du train, je les ai réservés sur cette application. J'ai également réservé l'excursion pour le Mont Fuji. Vous pouvez avoir des excursions en groupe ou solo, mais nous on était 4, donc on a choisi une excursion privée. C'est un peu plus cher, mais on a tout pris sur cette application. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'avais vu cette appli un petit peu partout et franchement c'était plutôt bien. Et d'ailleurs sur cette appli j'ai aussi pris les Amazing Pass à Osaka qui vous permettent de faire plein de lieux touristiques et d'avoir les transports gratuits aussi là-bas. J'avais aussi pris les billets pour Team Lab, vous savez le truc qu'on a fait là, le musée interactif, c'était trop beau. Je les ai pris sur Klook, en fait j'ai tout pris là-dessus, hyper pratique, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et j'avais trouvé cette appli sur TikTok. Regrettes-tu d'être partie à cette saison ou était-ce la meilleure décision selon toi? Écoutez, honnêtement je crois que c'était une des meilleures décisions qu'on ait prises. Je vous avais déjà parlé pendant mon road trip en Écosse du fait que j'étais déjà hors saison quand je suis partie pour mon solo trip et que je regrettais pas dans le sens où même si la météo est pas la plus favorable, très sincèrement le fait d'être seule et de ne pas être trop embêtée par la masse de touristes à certains spots ou à certains endroits, c'était un vrai privilège pour moi. Et là pour le coup c'est vrai qu'on est parti hors saison puisqu'on est parti en janvier, sachant qu'il me semble que la meilleure saison pour partir c'est mars, avril, mai, enfin en tout cas de mars à juillet, même s'il fait très très chaud l'été, ou plutôt l'automne, mais vraiment la saison où j'y suis allée c'est la saison la plus basse. Je regrette pas parce qu'en fait j'ai déjà trouvé qu'à cette saison là il y avait quand même du monde dans les rues, il y avait quand même du monde à certains endroits. Je me demande ce que ça aurait été en haute saison. Donc je suis très très contente qu'on y soit allé là parce que en plus de ça, ça nous a pas du tout impacté quant à la météo. Vous l'avez vu, on a eu un grand ciel bleu du début à la fin de notre voyage et on était super contents, on a eu vraiment de la chance et on a parlé avec pas mal de gens sur place qui nous ont dit que c'était plutôt la météo normale au Japon. Donc en fait, peu importe quand vous partez, je pense que vous aurez quand même du beau temps, en tout cas je vous le souhaite. Mais très sincèrement, je vous le dis toujours, dès que vous avez l'occasion de partir en voyage, si vous pouvez le faire hors saison, faites-le parce que c'est moins cher, il y a moins de monde et je trouve que c'est moins stressant et plus sympa pour découvrir un endroit. Est-ce que c'est aussi safe qu'on le dit? J'aimerais y aller seule, merci. Écoute, nous avec Henri, à aucun moment on s'est senti en insécurité au Japon. Peu importe l'endroit où on était, on s'est jamais senti mal, on n'a jamais senti des regards pesants sur nous, on n'a jamais été dans des quartiers où on s'est dit ouh là c'est un petit peu chaud. Alors on nous a dit par la suite que l'hôtel où on avait dormi à Shinjuku était littéralement dans le quartier un petit peu des yakuza. Écoutez, nous on l'a pas du tout senti. Apparemment il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes dans certains quartiers de Tokyo. C'est un petit peu comme dans toutes les grandes villes du monde. Il y a des quartiers à faire, il y a des quartiers à moins faire, il y a des horaires surtout auxquels y aller. Voilà, mais ça c'est inhérent, j'ai envie de dire, à chaque ville du monde. Hein. Au Japon, il y a aucun moment où on s'est senti en insécurité et donc moi, si j'avais dû y aller seule, je me serais sentie très très bien et je me sentirais totalement capable d'y aller seule si c'est ça la question. Donc je pense que tu peux y aller seule sans aucun problème. Adresse et tarif si possible de la cérémonie du thé. Alors nous, on est passé par une entreprise qui s'appelle Maiko. Normalement, j'ai déjà mis l'adresse dans la barre d'infos du vlog où je parle justement de la cérémonie du thé et on a payé 400 € pour la cérémonie du thé privée. Vous avez aussi la possibilité de le faire en groupe, c'est un petit peu moins cher et vous avez la possibilité de le faire avec une Meiko qui est donc une apprentie geisha, geiko plutôt comme on dit à Kyoto, et là c'est 600 €. Donc on l'a pas fait mais ça coûtait un peu cher. Je vous recommande de le faire en groupe si vous avez un plus petit budget et que ça vous dérange pas d'être avec d'autres personnes. Quels sont les lieux incontournables à voir, villes, monuments et plats typiques à goûter? Alors franchement, j'ai envie de te dire, regarde les deux vlogs et sûrement que tu les as déjà regardés à l'heure à laquelle ce vlog sortira parce que nous on peut pas dire aujourd'hui qu'on a fait un voyage qui sort des sentiers battus. Réellement, quand j'imaginais mon voyage au Japon, je l'imaginais exactement comme on l'a fait parce que j'avais des points de repère, il y avait des choses que je voulais absolument voir qui sont des choses dites classiques pendant un voyage au Japon. Il y a des choses qu'on aurait pu ajouter à notre voyage, par exemple c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui peut-être que j'aurais passé un peu moins de temps à Tokyo, un peu plus de temps à Kyoto. J'aurais peut-être aussi voulu aller voir d'autres villes, Uji qui est la ville du matcha, Kobe j'aurais aimé y aller aussi, ou alors Hiroshima. C'est des villes que j'aurais aimé faire. Dans un futur proche je sais qu'on le refera parce qu'on a tellement aimé le Japon, mais ça on pourra en reparler plus tard. Donc vraiment pour moi tout ce qui est incontournable c'est ce qu'on a fait pendant notre séjour. Donc vraiment si tu cherches des trucs incontournables à faire, je t'invite à aller voir les vlogs parce que vraiment on a fait, nous je dirais, les activités principales et les villes principales, à savoir Osaka, Kyoto, Nara et Tokyo. C'est vraiment les 4 grosses villes on va dire par lesquelles tu commences quand tu vas au Japon. Nous on regrette pas d'avoir fait ça parce que c'était ce qu'on voulait voir et on a vu ce qu'on voulait voir, donc voilà. Et les plats typiques à goûter, honnêtement ça dépend vraiment de ce que toi tu aimes. Je vous recommande fortement de tester des maîtres sushi. Nous c'était une magnifique expérience, on a trop kiffé parce que là on s'est vraiment rendu compte qu'on n'avait jamais mangé de vrai sushi de notre vie depuis qu'on a mangé ces sushis là.
Après il y a toutes les autres spécialités, par exemple à Osaka c'est vraiment la ville dans laquelle vous avez la street food la meilleure de Japon, donc tout ce qui va être les okonomiyaki, les takoyaki, enfin bref il y a plein de choses que vous pouvez goûter, surtout sur les marchés ou dans des toutes petites échoppes. Nous on vous recommande de tout tester, il y a plein de choses, c'est un peu difficile de tout citer. La nourriture en tant que végétarien, c'est comment il semble y avoir du poisson partout. Alors je vais pas te mentir que moi j'étais contente d'être pesco-végétarienne au Japon, j'ai très peu trouvé d'options 100% végétariennes ou vegan. Alors moi je suis pas végane, je suis pas végétarienne, donc voilà, mais je me suis renseignée, j'ai un petit peu cherché et en effet il y a des options, mais disons qu'il faut les chercher et il faut vraiment aller dans certains endroits, parce qu'on va dire oui il y a du tofu, mais dans le tofu souvent il est cuit par exemple dans des bouillons de porc, il y a beaucoup de porc, donc c'est pas toujours évident. Je vous invite vraiment à faire vos recherches avant. As-tu pu te faire un onsen malgré tes tatouages? Alors les onsen, pour ceux qui savent pas ce que c'est des bains chauds, généralement avec de l'eau thermale quand vous êtes vraiment dans des thermes, et on n'a pas le droit d'aller dans ces bains si on est tatoué pour plusieurs raisons. La première c'est que le tatouage est souvent symbole d'appartenance à donc la mafia japonaise, donc les yakuza, mais aussi surtout le fait que quand on va dans un onsen on y va pour se purifier l'âme, le corps, et donc d'avoir un tatouage c'est de base impur, donc on n'a rien à faire dans un onsen. Moi de base j'avais pas prévu de faire des onsen pour une raison qui est très simple, c'est que les onsen c'est des bains dans lesquels vous êtes obligé d'être à poil et séparés, c'est-à-dire que les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Évidemment si vous avez des tatouages en plus de ça, ben vous pouvez pas y aller, sauf si vous allez dans des onsen qui acceptent les tatouages, ou alors que vous achetez des patchs pour cacher vos tatouages et pour aller dans les onsen. Bref, je trouve que ça fait beaucoup de choses, mais la raison principale pour laquelle on n'en a pas fait avec Henri, c'est juste de base parce que nous foutre à poil comme ça devant des gens qu'on connaît pas pour être dans un bain d'eau chaude, ça nous chauffait pas de ouf. On n'était pas vraiment emballés par l'idée et c'était surtout en fait un voyage qu'on voulait passer aussi ensemble, donc aucun intérêt pour nous de nous mettre à poil avec des gens qu'on connaissait pas. Autant j'adore les traditions japonaises, autant il y a des trucs sur lesquels je peux pas faire l'impasse, et moi je suis quelqu'un pas pudique avec les gens avec qui j'ai confiance, mais très pudique en public, et il était hors de question que je me foute à poil devant des gens que je connaissais pas, même si eux c'est dans leur culture. Il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a des touristes et j'avais juste pas spécialement envie de ça. Peut-être que vous allez me dire mais t'inquiète Marie, il y a des onsen sur lesquels tu peux aller en maillot et tu peux aller des tatouages et tout. Ok, mais dans ce cas là c'est plus des onsen, c'est genre c'est des jacuzzi, enfin je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, enfin dans ce cas là c'est plus des onsen et je regrette pas, enfin genre j'ai pas de regret de pas l'avoir fait. Est-ce que tu t'y es pris tôt pour les billets d'avion? Est-ce que t'as fait une escale? Donc mes billets d'avion c'est Henri qui me les a offerts il y a un an, et non on n'a pas fait d'escale, on a fait un direct Paris, Osaka et ensuite Tokyo, Paris. Comment ça se passe ces déplacements avec autant de valises? Alors en fait nous on est parti avec 2 valises, une valise chacun, et nos sacs à dos, et on est rentré avec 4 valises puisqu'on a acheté 2 valises sur place pour ramener plein de choses. Honnêtement ça se passe bien, c'est vraiment plutôt facile d'accès, tous les métros ont des ascenseurs ou ont des escalators. Donc c'est franchement pas difficile de prendre les valises avec nous. Évidemment t'es un peu fatigué, mais enfin je veux dire c'est aussi ça, l'aventure j'ai envie de dire, donc non c'est vraiment pas difficile, ça se fait vraiment. J'aimerais visiter le parc Ghibli, je sais que vous n'avez pas pu, quels sont les délais d'attente? Donc vous avez le musée Ghibli et le parc, c'est un petit peu comme le concert de Taylor Swift si tu veux. Ils mettent les billets 3 mois avant la date à laquelle vous pouvez visiter le parc ou le musée. Je sais qu'il y en a un des deux pour lesquels c'est plus facile d'avoir des billets, mais je sais plus lequel c'est. Et si en fait vous n'êtes pas sur le site au moment où ils mettent les billets en vente, honnêtement vous aurez pas de ticket. Sauf si vous passez par des compagnies de voyage, des agences de voyage, des trucs comme ça qui peuvent peut-être éventuellement vous trouver des billets, mais pas forcément à la date que vous voulez et tout. Bref, nous ça a pas pu le faire. On a essayé même quand on était sur place, on n'a pas réussi. Donc on s'est dit bah c'est un acte manqué, c'est pas grave, on le fait pas. Pas de regret non plus, même si j'adore Miyazaki, mais je veux dire à un moment donné, on va pas se mettre genre dans tous nos états si on n'y arrive pas. C'était quelque chose que j'aurais aimé savoir avant, que c'était si difficile d'avoir des tickets. Donc voilà, je le saurai si jamais j'y retourne. Est-ce que le surtourisme est aussi terrible qu'on le dit? Alors nous en fait on a été extrêmement étonnés de voir autant de Chinois à ce moment-là, et en fait on a capté après que c'était sûrement parce que ça allait bientôt être les fêtes du Nouvel An, mais en effet on a trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, mais bizarrement le monde est concentré dans certains endroits, c'est-à-dire qu'en fait par exemple à Osaka quand on est arrivé il y avait énormément de monde dans certains quartiers, et en fait tu vas la rue d'après, il n'y a pas un chat. Là je dirais où on a plus témoigné du monde qu'il y avait, c'était à Kyoto, parce que là à Kyoto on s'est vraiment rendu compte du monde, parce que à chaque endroit où on allait il y avait la file d'attente. J'ose même pas imaginer ce que c'est en haute saison, mais Kyoto, j'avoue que dès qu'il s'agissait d'aller dans certains temples, à certains spots, là on s'est vraiment dit ah ouais là en fait c'est chaud. On s'en est rendu compte quand on est allé à la Bamboo Forest, qui en plus de ça pas si exceptionnel que ça, je vous recommande de skipper, de pas le faire, ou alors de le faire de l'autre côté que nous on a fait. Mais là en fait quand on a vu la file d'attente, le monde, on s'est dit ah
ouais, pourtant on s'était levé tôt et tout, donc franchement c'était un peu chaud. Et là où il y avait énormément de monde aussi, c'était à Tokyo, mais là ça n'a rien à voir avec le surtourisme, c'est juste que Tokyo c'est la ville la plus peuplée du monde, donc évidemment il y avait du monde. Mais c'est pour ça que franchement je vous recommande soit de vous lever tôt, soit de pas y aller en pleine saison, soit de sortir un peu des sentiers battus. Par exemple nous quand on a été à Nara, vous avez vu, on n'est pas resté sur la plaine où tout le monde donnait à manger au daim, parce que souvent c'est des cars de touristes qui s'arrêtent, les gens descendent, ils font le truc et après ils remontent et ils vont faire un autre truc. Nous vraiment on a pris le temps et on s'est baladé, si bien qu'il y a plein de moments où on s'est retrouvés seuls, personne autour de nous dans la forêt avec des daims. Mais pour ça il faut vraiment sortir des sentiers battus, soyez plus malins que les gens qui font juste le hop-off, baladez-vous. Sur quoi t'es-tu renseigné pour organiser le voyage, des vidéos, des sites, des agences de voyage? Alors faut savoir que moi je passe jamais par des agences de voyage, je me rappelle qu'on m'avait déjà posé la question par rapport à mon voyage en Écosse. J'adore faire des voyages et j'adore organiser des voyages, j'aime trop ça, c'est un petit guilty pleasure et il faut savoir que le Japon je rêve d'y aller depuis que j'ai 14 ans, donc dans ma tête c'était très très clair depuis des années les endroits que j'avais envie de visiter au Japon. Évidemment par la suite en regardant des vidéos sur YouTube, en regardant certains TikTok, des gens qui sont allés à droite à gauche, j'ai ajouté à mes listes des choses que j'avais envie de faire à certains endroits, ce qui fait que à la fin j'avais un emploi du temps de zinzin et que je savais exactement ce que je voulais qu'on fasse, où, quand, comment, parce que je voulais rien rater. Mais spoiler alert, il fallait quand même que je vous dise quelque chose et je vais le caler maintenant parce que je sais pas s'il y a une question qui va parler de ça. Je voulais juste vous dire que si vous partez au Japon ou dans n'importe quel pays d'ailleurs, peu importe le voyage que vous faites, mais moi je l'ai ressenti au Japon au bout d'un moment, c'est qu'au bout du 3e jour j'étais épuisée tellement on faisait de choses et en fait à un moment donné j'ai regardé Henri et je lui ai dit en fait là je commence à avoir un FOMO où je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire. Il fallait que je fasse le deuil du fait que j'allais pas pouvoir tout faire, j'allais pas pouvoir tout voir et que le Japon c'est clairement pas un pays qui se visite en 3 semaines si tu veux tout faire, tout voir. Au bout du compte, tu voyages et t'es quand même là pour profiter du moment et que ça doit pas être un méga stress de dire ok là on a vu ça, il faut que j'aille voir ça, ok là j'ai fini, ok faut qu'on aille là, on se dépêche, hop tu regardes, ah c'est bon allez on s'en va. Parce qu'en fait au début j'étais un peu comme ça en mode ok c'est bon on peut enchaîner, on fait la suite, tellement j'avais envie de voir de choses, de faire de choses. En fait à la fin je me suis dit mais là t'es en train de te pourrir ton voyage Marie parce que t'es en train d'avoir cette peur en toi de te dire que c'est la seule fois de ta vie que tu iras au Japon et que si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais alors qu'en fait ça se trouve tu vas y retourner, donc calme-toi. Donc vraiment si je peux vous rassurer sur un truc c'est que vous pourrez pas tout faire, vous pourrez pas tout voir au Japon. À partir du moment où moi j'ai fait le deuil de ça, j'ai passé un meilleur voyage. Qu'est-ce qui vaut mieux? Te pourrir le voyage en étant stressé, fatigué et tout et du coup même plus profiter de ce que tu vois, ou te dire que tu fais des choix conscients et que tu reviendras une prochaine fois? Je pense que c'est plutôt ça qu'il fallait se dire et donc c'est à partir de là que je me suis dit ok là je vais profiter. Quelles sont les activités très intéressantes financièrement par rapport à la France, massage etc. Alors nous ce qu'on s'est vraiment dit avec Henri c'est que les restaurants sur place, la nourriture était beaucoup moins chère qu'en France. La plupart du temps quand on s'est fait des restos on payait 25 € à deux le resto, sachant qu'on prenait un plat et une boisson. On s'en est vraiment sorti pour pas cher avec de la bouffe super quali. Donc là pour le coup j'ai été assez étonnée sur la nourriture. Évidemment tout ce qui est la skincare là-bas c'est beaucoup moins cher, je vous en parlerai dans le haul juste après. La skincare, les produits de manière générale, il y a des magasins entiers qui sont des magasins à 60 centimes, enfin 100 yens, donc 60 centimes d'euros et vous pouvez trouver des milliards de choses. J'ai peur d'aller au Japon car j'ai peur de rien comprendre sur les panneaux plus les gens. Alors la compréhension au Japon c'est quand même un sketch. Moi je parle pas japonais, j'ai des notions mais je parle pas japonais. C'est-à-dire que je pourrais et je peux d'ailleurs commander au restaurant, je peux faire le check-in dans un hôtel parce que voilà j'ai un peu appris mais c'est tout, vraiment les bases des bases. Mais si par exemple on me répond en japonais, je vais un peu comprendre mais je vais pas être capable de répondre derrière et de faire une conversation. J'ai vraiment juste pas ce niveau là, j'ai juste on va dire ce que j'appelle moi le niveau de courtoisie. Quand on te dit les japonais parlent pas anglais ou parlent mieux anglais, je sais pas d'où ça vient parce que très sincèrement on a eu beaucoup de mal à se faire comprendre en anglais au Japon. Ça dépendait vraiment des endroits où on allait. Il y avait des endroits où on nous comprenait bien et ça se passait bien. Et il y avait vraiment des endroits où c'était plus difficile et où en fait tout simplement on s'est dit bah tu sais quoi, pour pas qu'il y ait de quiproquo, on prenait Google Translate, on parlait dans Google Translate, on traduisait et eux faisaient la même chose et finalement j'ai eu l'impression qu'ils étaient très habitués à utiliser Google Translate avec tous les touristes qu'il y avait sur place. Donc c'était plutôt cool finalement parce que il y a un petit peu ce truc qui se crée où genre on essaye de se parler même si on se comprend pas et c'est quand même fun. Au bout d'un moment on était au restaurant sushi et avec les gars on leur a payé un saké à la fin et en fait on discutait avec eux, ils voulaient parler avec nous et on se parlait via Google Translate et c'était juste trop chouette parce qu'ils parlaient pas anglais et on a passé un chouette moment à essayer de se comprendre et c'était fun. Néanmoins je vous avoue qu'il y avait des fois où on était un peu frustrés de se dire purée mince on sait juste plus comment communiquer. On y arrive hein, on s'en sort, dans les hôtels majoritairement ils parlent anglais, dans les restaurants ça va aussi, il y a des menus en anglais, ils vous donnent des menus en anglais ou ils vous donnent un menu en japonais, s'ils vous donnent qu'un menu en japonais vous pouvez utiliser Google Translate, vous faites une photo,
ça vous traduit tout de suite ce qu'il y a dessus. Enfin, faut pas avoir peur de ça, parce que si vous avez peur de pas vous faire comprendre, vous allez partir nulle part dans le monde, parce qu'il y a plein d'endroits comme ça où ils parlent pas très bien l'anglais, et donc vous allez rater beaucoup d'opportunités. Donc nous on a décidé que c'était pas du tout une barrière et on est quand même parti. En ce qui concerne les transports en commun, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait tout est traduit dans l'alphabet, dans notre alphabet. Par exemple, Shinjuku ou Shibuya, c'est littéralement écrit dans l'alphabet japonais et aussi dans notre alphabet. C'est pas si difficile. La lumière est en train de changer, c'est fabuleux. Bonjour Marie, est-il compliqué de trouver des endroits avec des stems? Merci pour tout ce que tu fais. Alors franchement, non. C'est un petit peu comme une chasse au trésor, et si jamais vraiment vous galérez, il y a une application qui s'appelle Stamp Quest, qui ressemble à ça, sur laquelle vous avez les localisations de certains stamps que vous pouvez trouver, notamment dans des gares. Je vous invite vraiment à la télécharger, c'est un peu fun, mais moi je l'ai pas beaucoup regardé, genre je l'ai fait plutôt au feeling. Je vous recommande surtout d'avoir avec vous votre petit carnet, parce que vous savez jamais où vous allez en trouver, et je trouve que c'est assez fun. Généralement dans tous les points un peu touristiques vous allez en trouver, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Quelles sont les habitudes françaises qui peuvent être mal vues au Japon? Alors il y en a plusieurs, et nous ça nous a frappé, heureusement qu'on s'y était préparé. Dans les transports en commun, personne ne parle. Donc c'est-à-dire que si vous prenez le métro là-bas, tu entends une mouche voler. Personne ne parle, personne n'est au téléphone, personne ne parle fort, et si tu parles doucement. Mais vraiment, il y a très peu de gens qui parlent dans les métros, et s'ils parlent, ils parlent tout doucement. Ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de Japonais qui dorment dans les transports en commun, et ça m'a fait beaucoup rire. La deuxième chose aussi, c'est de pas manger ou boire dans la rue. Il y a des endroits où vous pouvez vous asseoir pour manger, mais faut pas le faire partout. Alors évidemment, personne va venir vous emmerder ou vous mettre une amende si vous mangez dans la rue, mais vous allez voir qu'à plusieurs endroits, c'est écrit de pas stationner devant certains shops. Par exemple, si vous achetez genre un donut à manger, faut pas le manger devant la boutique, faut le manger plus loin pour pas déranger le voisinage. Donc ça c'est aussi un truc qui nous au début on était un peu genre bon, comment on fait, du coup c'est pas très pratique. Finalement à la fin tu t'y fais et tu trouves les endroits où tu peux aller. Autre chose nous qui nous a beaucoup frappé, mais ça je l'avais vu de partout, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Dès que vous faites un déchet, vous devez l'emporter avec vous, sauf si vous avez la chance de trouver une poubelle. J'en ai trouvé une toutes les 50 minutes à peu près, et encore pas sûr que c'était une poubelle dans laquelle je pouvais jeter mes déchets, parce qu'ils ont une vraie conscience du déchet qu'ils produisent, et donc ils sont très dans la responsabilisation de comment est-ce que tu fais tes déchets, et le fait de les ramener chez toi, je trouve que ça déclique aussi le fait de ah oui j'ai un déchet à faire, donc je le fais chez moi. Ils ont aussi beaucoup ce truc de tri, donc ils sont très sérieux sur le tri sélectif et tout. Ça c'est un truc que nous français on n'a pas, parce qu'on a des poubelles partout et on se rend même pas compte, on se rend même plus compte qu'on a des poubelles tellement souvent. Au Japon il y en a pas. Pareil, si vous êtes fumeur, vous pouvez pas fumer dans la rue. Il y a des espaces dédiés dans certaines rues où vous pouvez fumer. Je peux vous dire que ça vous passe l'envie. Moi je fume plus, heureusement. Quand j'ai vu les espaces fumeurs, j'ai fait ah, ok. Une autre habitude française qu'il ne faut surtout pas faire au Japon, et nous on le savait heureusement avant d'y aller, c'est qu'il ne faut jamais laisser de pourboire. Ils le prennent excessivement mal, vous ne laissez pas de pourboire au Japon, contrairement aux États-Unis où ils vous demandent 30% limite de l'addition en plus dans les pourboires. Au Japon ça ne se fait pas, vous ne laissez pas de pourboire. Donc même si vous pensez bien faire en arrondissant à la fin une addition ou en laissant des pièces, ne le faites pas. Après voilà, je suis restée que 3 semaines hein, donc je peux pas non plus tout savoir. Alors j'ai reçu pas mal de questions par rapport à Tokyo, pourquoi est-ce que on s'est senti mal là-bas, est-ce que Tokyo est surcoté, etc. etc. Et c'est vrai que j'en ai vite fait parler sur Snapchat, donc je vais vous parler un petit peu de Tokyo, parce que c'est clairement quelque chose que nous on n'était pas prêts à vivre je crois. On a vraiment commencé le trajet je dirais à l'envers. On a fait partie de ceux qui ont décidé de faire Osaka en premier et Tokyo en dernier. Beaucoup de gens qui commencent par Tokyo et qui terminent par Osaka, des fois qui le font pas. Mais nous en fait on est passé d'un voyage je dirais très calme et tranquille dans un Japon assez traditionnel. Donc on a fait énormément de temples, on a fait beaucoup de promenades, on a vu beaucoup de nature, on a vu beaucoup de calme aussi. Et vers la fin de notre séjour, donc la dernière semaine, on est arrivé à Tokyo et on s'est pris un coup de massue dans la gueule, parce que quand on est arrivé, on a dormi dans le premier hôtel qui était à Shinjuku, qui est un quartier ultra animé, c'est genre le Times Square de Tokyo mais x 8000. Et ça nous a vraiment mis un coup dans la gueule, on s'est dit oh putain en fait là on n'était pas du tout prêts, genre nous on était bien dans notre cocon, dans notre bulle, enfin on sortait de Kyoto et des temples et on trouvait ça magnifique, et là on arrive dans une ville immense avec des gens qui ont pas le time, qui te poussent dans la rue, qui te poussent dans le métro, ils ont pas ton temps, avec des milliers de personnes, peu importe où tu vas, peu importe la rue, peu importe le resto, peu importe le métro, il y a du monde partout à Tokyo. Donc au début ça nous a fait un petit choc, on a eu bien 48 heures d'acclimatation pour Tokyo. On a remarqué en fait qu'il y avait, je pense aussi du fait qu'on était hors saison, un accueil un peu différent de ce qu'on a pu avoir dans les autres villes. Par exemple, on a ressenti un accueil plus chaleureux dans des villes comme Osaka, comme Kyoto ou comme Nara que à Tokyo. On s'est senti un peu plus, alors le mot est trop fort pour ce que je veux exprimer, mais
je vais le dire pour que vous voyez un peu l'image. On s'est senti un peu rejeté, voilà, même si le mot est très fort comme je disais, mais on a senti que l'accueil était un peu plus froid, un peu plus distant de la part des commerçants, de la part des restaurants dans lesquels on est allé. Donc ça nous a refroidi un petit peu et on s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas encore la saison du gros tourisme? Est-ce que c'est parce qu'ils en ont peut-être aussi marre de voir autant d'occidentaux au Japon parce qu'il y a un boom du tourisme au Japon ces dernières années? Est-ce que c'est parce que justement il y a cette barrière de la langue et qu'ils veulent tellement bien nous servir que du coup ils osent peut-être pas nous prendre dans des restos parce que c'est ce qui nous est arrivé, on s'est senti un peu mal. Voilà, je pense qu'il y a eu un mélange de tout ça et on s'est pris un peu une claque. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qu'on a aimé à Tokyo. Par la suite, on s'est rattrapé, on a fait pas mal de choses qui nous ont bien plu. Vous avez vu le vlog, voilà, on en a profité aussi pour faire tout le shopping qu'on voulait faire. Là, pour ça, il y a rien à dire, c'est vraiment très cool. Visiter des quartiers emblématiques comme Harajuku, Akihabara, enfin c'était cool, enfin c'était juste trop bien. C'est juste qu'il faut se préparer mentalement à arriver dans une ville qui est une fourmilière, qui va à 10 000 à l'heure et clairement, si vous vivez dans une ville, dans une petite ville qui est assez tranquille où vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir du monde, là Tokyo ça va vous faire vraiment bizarre. On a passé en tout 7 jours à Tokyo, mais 5 jours pleins parce qu'il y a 2 jours qu'on a passé à Disney et je vais y venir sur les questions. Sur les 5 jours, il y a peut-être un jour qu'on aurait bien switché avec Kyoto. L'idée aurait été de passer plus de temps à Kyoto et moins de temps à Tokyo, juste parce que c'est une ville qu'on a plus aimé dans ce que ça représentait. On a plus aimé Kyoto, c'est la ville qu'on a préférée de tout notre voyage. C'est un ressenti qui est hyper personnel et si ça se trouve, vous allez aller à Tokyo et vous allez kiffer Tokyo. C'est pas qu'on n'a pas du tout aimé, pas du tout, mais on a moins aimé que le reste. Je pense aussi que ça dépend de la perception de chacun, dans le sens où moi, quand j'ai rêvé de mon voyage au Japon, j'ai jamais rêvé du Japon moderne, futuriste, robot, écran, bref, en fait j'ai jamais rêvé du Tokyo mégalopole. J'ai toujours rêvé du Japon traditionnel. C'était ça, les mangas, les shoujo, les shonen que j'avais lus, ça se passait toujours dans des petits endroits, dans des trucs très bucoliques, très... Voilà, c'était plus ce Japon traditionnel que j'étais partie chercher et que évidemment je pouvais pas trouver dans une ville énorme comme Tokyo et que j'ai beaucoup plus retrouvé dans des villes comme Kyoto, Nara, etc. Donc j'irai pas jusqu'à dire que Tokyo c'est surcoté, c'est juste que nous on a moins aimé parce que c'était pas ce qu'on était parti chercher au Japon. Alors quel pass as-tu pris pour Disneyland et quels tips recommandes-tu pour une journée à Disney? J'ai aussi reçu une question sur est-ce qu'il fallait plutôt faire Disney normal ou Disney Sea. Faut que je vous explique un petit peu. Il y a Tokyo Disneyland qui est l'équivalent de Disneyland Paris et il y a Disney Sea qui est l'équivalent, attention je mets des gros guillemets, de Disney Studio. Donc c'est censé être l'extension du parc, sauf qu'en fait clairement Disney Sea c'est le meilleur parc des deux. Si vous cherchez des attractions de manière générale, attention je parle bien d'attractions et pas d'attractions à sensations fortes parce qu'il faut savoir qu'à Tokyo des attractions à sensations fortes, dans Disney en tout cas, il y en a pas. Voilà, l'attraction avec le plus de sensations que vous allez ressentir c'est la Tour de la Terreur qui est la même en termes de sensations que celle de Paris. Il n'y a pas beaucoup de sensations fortes dans les attractions, mais par contre en termes de qualité d'attraction, vraiment je vous recommande 100% Disney Sea. C'est là où il y a les nouvelles attractions, c'est là où vous avez Fantasy Springs, c'est là où il y a vraiment, on va dire, le plus de choses différentes de ce qu'on connaît à Paris, même si dans Disneyland Tokyo vous avez 2 attractions que j'ai adorées, Winnie l'ourson et La Belle et la Bête, qui sont des attractions incroyables. Donc je vous recommanderais, si vous avez qu'une seule journée à passer, Disney Sea parce que c'est le plus différent de ce qu'on a nous en France. Et pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai fait beaucoup de Disney puisque je suis allée à Orlando, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait Paris et là j'ai fait Tokyo, donc c'est mon 4e Disneyland et je n'ai jamais fait un parc aussi bien que Disney Sea. Pour moi c'est le meilleur de tous, j'étais choquée tant sur les décors, les thématisations, les attractions. C'est un parc de fous furieux, je vous recommande vraiment d'y aller. Voilà, si vous avez l'occasion, prenez une journée, faites-le, c'est incroyable. Concernant les passes qu'on a pris, donc nous c'est pas compliqué, je voulais pas rater Fantasy Spring, donc qui est le nouveau land, on va dire, du parc Disney Sea, là où vous avez donc l'attraction Réponse, l'attraction La Reine des Neiges, l'attraction Peter Pan avec toutes les cascades et tout, c'est sublime. En haute saison, vous risquez de ne pas pouvoir faire les attractions simplement parce qu'il y a trop de monde et qu'ils font un petit peu comme Nintendo World et genre ils écrèment, enfin ils laissent passer que des gens qui ont certains passes ou alors en fait vous ne pouvez prendre des passes pour les attractions que lorsque vous êtes sur place sur l'application. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur place, de télécharger l'application et ensuite de vous mettre en file d'attente ou de prendre des fast pass ou ce genre de choses quand il y a une attraction que vous avez vraiment envie de faire parce que c'est pas facile. Donc nous, comme on voulait pas rater ça, j'ai pris la décision de prendre des passes plus chères que prévu. On a pris le Vacation Pack, 2 places pour les 2 parcs et une nuit à l'hôtel Disney. Sachant que au Japon, vous pouvez pas faire comme à Paris où on fait genre 2 parcs en un jour, c'est pas possible, ils vendent que des billets un jour par parc. Donc genre c'est pour ça que nous le premier jour on a fait Disneyland Tokyo et le lendemain on a fait Disney Sea parce que tu peux pas faire 2 parcs un jour. Bah,
parce qu'il n'y a pas de tabou, hein, je vais vous le dire, mais pour le week-end qu'on a passé à Disney, j'ai payé 1600 €. C'est cher, mais bon, c'est le même prix qu'à Paris, pour être tout à fait honnête. Hein. Aujourd'hui, si vous passez un week-end à Paris, à Disneyland, 2 parcs, 1 nuit d'hôtel, c'est 1000 balles. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on avait payé quand on y était allé au mois de décembre, là. Là, on a payé encore plus cher, mais au moins, j'avais la garantie qu'on allait pouvoir faire autant de fois les attractions qu'on voulait à Fantasy Springs, en passant toujours par les fast pass et toujours par les files prioritaires, et qu'on avait la certitude de pouvoir y aller parce que je savais que c'était un voyage d'une vie et je savais pas quand est-ce que j'allais retourner au Japon, et j'avais qu'une seule peur, c'est de pas pouvoir faire ces attractions là, donc j'avais très envie de les faire. Les Japonais sont-ils accueillants? Et ben honnêtement oui, honnêtement ils sont très accueillants. Dans 90% des situations dans lesquelles on s'est retrouvés que face à des gens qui étaient gentils, qui étaient là pour aider, qui étaient peut-être un peu parfois too much, très dans le merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup, merci infiniment, oui bien sûr, c'est par ici, c'est par ci, c'est par ça. Enfin bon, bref, ils sont toujours dans le, on a remarqué qu'ils étaient vraiment dans le too much, too much, too much, mais c'est juste la culture qui veut ça, la culture du service rendu, du fait de faire plaisir à l'autre. Donc ça, nous, ça nous a fortement marqué. Évidemment, on n'a pas beaucoup pu parler avec eux, hein, parce qu'il y avait la barrière de la langue, mais franchement, oui, ils étaient accueillants et toujours là pour rendre un service quand on avait une question. Ils faisaient toujours du mieux qu'ils pouvaient, et on a trouvé que rien que pour ça, c'était quand même un très beau pays. Peut-être parfois des maladresses parce que ne savaient pas trop comment se comporter avec nous, mais on sentait quand même dans la majeure partie des cas une vraie volonté de bien faire, et ça c'est super appréciable. Et pour terminer, parce que ça c'est une grosse question qui m'a été souvent posée, et je pense que c'est la question qui revient le plus, surtout quand on parle de voyage, une idée du budget qu'il faut compter pour 2 semaines. À chaque fois que je voyage, la question du budget revient. J'ai toujours la même réponse que je vais vous ressortir aujourd'hui. Ça dépend de comment vous voyagez. Je pense qu'il y a toujours moyen dans chacun des voyages de voyager pour moins cher que la normale. T'as toujours des astuces à trouver, tu peux toujours faire des choses, trouver des activités gratuites à faire, trouver des bons plans, que ça soit pour les avions, pour les billets de train, etc., etc. Tu peux toujours trouver des astuces pour payer moins cher, mais ça dépend ce que tu veux faire de ton voyage. Pour tout ce qui concerne les hôtels, nous on a payé plein pot, on n'a pas trouvé que c'était moins cher au Japon, on trouvait d'ailleurs que c'était assez cher les hôtels, les billets d'avion pareil, les transports en commun le même prix qu'en France, les voyages en Shinkansen, donc le TGV, même prix qu'en France. Le seul truc qui est un peu moins cher, on va dire, c'est la nourriture et les trucs que vous allez pouvoir acheter sur place, mais dans la globalité c'est cher. Donc franchement ça dépend vraiment du type d'expérience que vous avez envie de vivre et de ce que vous êtes capable de mettre dans votre voyage. Mais puisque vous voulez savoir, je vais vous le dire. Pour 3 semaines au Japon, billets d'avion inclus, à 2, en faisant beaucoup d'activités et en se privant pas, parce que c'était le rêve de ma vie de partir au Japon. Je pense que vous le savez à ce stade, ça faisait partie vraiment du top 3 des choses que je voulais réaliser dans ma vie, et ça je vous ai gavé avec pendant des années, donc j'ai eu le temps de mettre de côté. Mais pour tout ça, on a payé, et je peux vous le dire parce qu'il y a le tricount, 12 711 € pour notre voyage au Japon. Ça, c'est sans compter ce que j'ai ramené, évidemment, mais le voyage à 2 pour 3 semaines nous a coûté environ 13 000 €. C'est beaucoup d'argent, c'est le prix qu'on a décidé de mettre dans notre voyage parce qu'on le voulait d'une telle manière et qu'on avait décidé qu'il serait comme ça, et on regrette pas parce que c'était franchement l'expérience d'une vie de partir autant de temps au Japon pour une première fois. Dès l'instant où j'ai su qu'Henri m'avait offert les billets d'avion pour partir, je savais que j'allais tout mettre en place pour vivre le voyage de mes rêves, et je l'ai eu, je l'ai fait, et je suis trop contente de l'avoir fait, je regrette pas une seule seconde. Je pense que si vous vous organisez bien, vous pouvez vous en tirer pour 3 500, 4 000 € par personne pour 3 semaines, ou peut-être même un peu moins. D'ailleurs n'hésitez pas à dire combien ça vous a coûté, mais voyager malheureusement c'est cher, on le sait, et le Japon ne fait pas partie des destinations les moins chères, et ça c'est bon à garder dans un coin de votre tête si vous avez prévu de voyager au Japon un jour. Voilà, j'espère avoir répondu à un max de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, posez-les dans les commentaires et je viendrai vous répondre, ou au pire on en reparlera dans d'autres vlogs et tout. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu le tour de tout ça parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. De toute façon, je pense aussi qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je réponds déjà dans les vlogs, donc si vous n'avez pas encore vu les 2 énormes vlogs que j'ai sortis de mon voyage au Japon, je vous invite vraiment à aller les voir parce que ça peut vous donner des idées sur l'itinéraire qu'on a fait, les activités à faire, toutes les informations sont dans les barres d'infos, donc n'hésitez pas à aller les regarder et à les enregistrer ou prendre des notes parce qu'il y a plein de choses à voir dans ces vlogs là. Je pense que j'ai fait un peu le tour, et maintenant je vais passer à la partie que peut-être vous attendiez, peut-être que vous n'attendiez pas, mais je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai ramené du Japon. Mon dieu, mais là c'est déconné, j'ai ramené beaucoup de choses, donc on va faire un haul. Cette vidéo va durer 1000 heures, mais c'est pas grave, voilà, c'est la vie.
Bon, j'ai changé d'angle parce que là la lumière fait n'importe quoi. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené du Japon. Je vais diviser tout ça en plusieurs catégories, la skincare, la nourriture et tous les souvenirs annexes qu'on a achetés à droite et à gauche et qui étaient indispensables. Bien sûr, inutile et donc indispensable. Vous êtes prêts? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous allez me détester ou pas. Je vais répondre tout de suite à une question qui m'a été beaucoup posée aussi sur comment ça se passe dans les magasins quand vous allez au Japon pour la détaxe, etc., etc. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé, mais quand vous allez dans un magasin, vous avez le droit à une détaxe d'environ 10% sur votre facture de fin à partir de 5000 ou 5500 yens dépensés dans le magasin. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre vos produits dans un sac scellé comme celui-là. Celui-là, c'est moi qui ai ramené du whisky à mon père, littéralement. Du whisky japonais qui est très très bon. Et ils ont mis tout le reste de ma skincare aussi sous scellé et vous ne devez pas ouvrir le sac avant d'avoir passé la douane du pays d'où vous venez, donc avant de rentrer par exemple en France. Parce que sinon, qu'est-ce que vous risquez globalement? De repayer les 10% de la taxe. Voilà, c'est comme ça. Pour avoir cette détaxe, une fois que vous avez rempli votre panier, vous allez au caissier et vous donnez votre passeport, il va l'enregistrer et en gros, il va juste bien être sûr que vous êtes un vrai touriste et que du coup vous avez bien le droit d'avoir ces 10%. Donc si vous avez prévu de faire du shopping, prenez votre passeport avec vous et c'est vraiment très cool parce que du coup vous gagnez 10% sur plein de choses. La skincare, les valises, la bouffe, absolument tout ce qui est possible, surtout quand vous allez dans des grands magasins comme ceux que je vais citer. Donc le plus connu c'est Don Quichotte, Big Camera, Parco, etc., etc. Bref, tous les gros magasins, vous allez voir, vous pouvez pas les rater et ça marche aussi sur les sacs de luxe dont je vous ai parlé dans le précédent vlog. Maintenant que c'est dit, nous on a quand même acheté des valises là-bas parce que en fait on avait tellement de choses à ramener que on a acheté des valises. Bon, maintenant que c'est dit, je vous fais un petit haul. Allez, c'est parti. D'abord, on va commencer par tout ce qui est beauté. Ça, ce sont des petites pinces qui vous permettent de maintenir ici et de donner un peu de volume. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai voulu l'acheter. Je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Je l'ai trouvé, je me suis dit, allez, je teste. J'ai acheté 2 sticks de protection UV. Voilà, je trouvais ça très pratique, notamment pour les tatouages, ce genre de choses. Et vous allez voir, j'ai pris beaucoup de choses en rapport avec le soleil et les crèmes solaires. Donc là, il y en a un pour moi et un pour Henri. Toujours concernant le soleil, j'ai pris une brume protectrice de la marque Bioré et en fait c'est une petite brume que vous allez pouvoir mettre plusieurs fois dans la journée qui a un SPF 50. C'est sous forme de brume et ça c'est très cool. Moi je trouve ça bien pour appliquer par exemple par-dessus votre make-up ou quand vous passez la journée à rien faire mais vous allez dehors, vous pouvez juste mettre la brume, c'est assez pratique. Et moi je suis à fond sur la crème solaire que j'utilise sur mon visage et je vois vraiment une différence depuis que j'en mets tous les jours. Donc j'ai pris ça parce que c'était franchement pas cher. D'ailleurs franchement j'ai pas les prix de tout ce que j'ai payé ici, mais globalement sachez que c'est franchement pas cher. Donc là il y en a 3, j'ai évidemment pas tous les utiliser, il y en a que j'ai ramené pour plein de gens, vous allez voir il y a beaucoup de choses que j'ai pris en plusieurs exemplaires, c'est parce que je vais donner, offrir, parce que j'ai ramené des choses pour les filles du bureau, j'ai ramené des choses pour des copines, j'ai ramené des choses pour plein de monde, donc du coup voilà. J'ai ensuite ramené cette crème un peu virale qu'on voyait de partout, qui est une crème à la vitamine C, pareil trop hâte de tester, c'est un sérum et je me suis dit tiens faut tester qui illumine la peau, donc hâte de voir si ça a un effet sur mes taches ou pas. Toujours dans la catégorie crème solaire, j'ai ramené du coup les crèmes de chez Bioré aussi, c'est vraiment les mêmes sauf que là c'est juste une crème solaire qu'on peut mettre sous le make-up et qui ne peluche pas, donc ça pour moi c'était vraiment la base de la base, donc j'ai acheté les 2 packs. J'ai pris ces contours des yeux qu'on voyait un peu partout aussi sur les réseaux sociaux par pack de 3, donc hâte de tester, je vous en dirai des petites nouvelles. En fait j'ai vraiment pris pas mal de choses que j'ai vues sur TikTok et sur les réseaux que j'avais envie d'essayer pour voir si c'était vraiment mieux que ce qu'on avait. Et puis moi je vous savez je suis un peu difficile avec les contours des yeux, donc je me suis dit on verra si ça fonctionne bien. Pareil j'ai pris, là vous allez voir les masques en tissu, j'en ai pris blindé mais c'est parce que c'était plus facile à ramener pour les copines et pour tout le monde. J'avais déjà pris ces produits là parce que je les ai testés directement quand j'étais au Japon, j'ai ruiné un pack. Vraiment c'est des masques en tissu à base de lait de riz et j'ai vraiment vu ma peau glow mais un truc de fou, donc j'ai pris 3 packs comme ça. J'en ai pris 2 qui sont exactement les mêmes mais pas en format masque tissu mais masque traditionnel pour le visage, donc ceux-là j'ai hâte de les tester, ceux-là je les connais, je les ai kiffés. Dans la même veine j'ai acheté ce gros pack de masques pour la cicatrisation de la peau. Pareil c'est des masques en tissu, il y en a 40, j'en ai acheté 2 mais il y en a un qui est pour Laurine, donc c'est Laurine qui me maquille et que vous avez vu dans une de mes vidéos sur ma chaîne principale. Elle m'avait demandé de lui en ramener donc du coup j'en ai ramené, c'est très pratique, hâte de tester. J'adore le fait qu'ils les vendent par gros pack mais en gros là j'ai payé 5 balles les 40, donc vous voyez un petit peu le délire. Ensuite j'en ai pris aussi pour le cou, ça me fait mourir de rire. J'ai vu ça, je me suis dit attends mais il faut que je teste, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on met jamais de
masque sur le cou, alors qu'en fait ils ont aussi besoin de protection, de nutrition, d'hydratation, bref, donc je vais tester. En fait j'ai pété un câble, sachez-le, quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait en fait là plus personne ne répondait de moi et je ne répondais pas de moi-même, sachez-le. Il y a la youtubeuse de 2014 qui est ressortie en furie, j'ai rien pu faire. Toujours dans le rayon des masques, alors là franchement c'est pas du tout glamour, franchement je sais pas pourquoi ils ont choisi cette photo là, mais j'ai pris des masques pour les pieds parce que je trouve ça génial. Bah, c'est des masques en tissu, ça aussi on en vend chez Sephora je crois. Je suis un peu bonne cliente pour ce genre de masque et pareil c'était que dalle, j'ai payé ça 3 balles, donc je les ai achetés, je me suis dit on va tester. J'ai pris des patchs anti-imperfection, ça c'est toujours pratique, pareil c'était pas très cher donc j'en ai profité. Hâte de tester ça pour voir s'ils sont aussi bien que ceux que j'aime bien. J'ai repris les masques Biodance qui ça pour le coup c'est de la beauté coréenne si je dis pas de conneries, et ceux-là je les adore, je les avais achetés sur YesStyle il y a un petit temps, je les ai terminés. C'est ceux vous savez qui sont en gel là, qui sont trop bien, je les ai trouvés donc je me suis dit tu sais quoi, vas-y prends-les, et je les adore donc je suis trop contente de les avoir trouvés. J'ai trouvé ça, c'est des petites lingettes de shampoing sec, en gros c'est des lingettes que tu sors et que tu passes directement sur ton cuir chevelu quand t'as les cheveux gras plutôt que de mettre du spray. J'ai trouvé ça très pratique, surtout quand moi je voyage, ça m'évite d'avoir à prendre une bouteille de shampoing sec avec moi, donc je vais tester, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. J'ai trouvé que c'était pas mal comme innovation. Dans la même veine j'ai aussi pris ce petit pot qui est en fait de la cire qui va venir vous aider à plaquer tous vos petits cheveux quand vous faites des plaquages, des tresses, ce genre de choses, donc ça c'est très pratique à avoir toujours avec soi. Alors ça j'avoue que j'avais super envie de tester, pareil parce que je l'ai vu un peu partout sur les réseaux. Ce sont des petites brumes hydratantes pour le visage mais que vous utilisez vraiment dans votre routine en mode hydratation, et j'avais hâte de tester parce que je l'ai vu partout et j'en ai entendu beaucoup de bien de la marque Curel, donc à tester, je vous dirai si c'est bien. Et dans la même veine j'ai acheté aussi celui-ci qui est un spray que vous mettez avant votre skincare avec des céramides à l'intérieur, et j'ai commencé à le tester, je trouve ça pas mal même si pour l'instant je vois pas encore des effets de ouf, mais je trouve ça plutôt cool. Toujours dans la skincare j'ai acheté un produit que j'ai vu, alors celui-là je l'ai juste vu sur place et je me suis dit ah tiens ça a l'air pas mal. En gros c'est une lotion que vous mettez sur votre visage et qui va agir en fait vraiment comme un soin et pas juste comme un truc que vous passez avec un coton. La marque Naturi, donc je vais tester, je vais voir si c'est bien ou pas. Bon je l'ai vu partout sur les réseaux, je me suis dit je vais tester, je veux pas mourir conne. Le masque Fino, alors en fait c'est pas compliqué, là-bas ils le vendent de partout, donc s'il est pas bien, bah là je pense que je me serais juste fait avoir par le market. Alors effectivement il y a du silicone à l'intérieur, c'est pas le truc le plus clean en termes de compo, mais en même temps c'est que dalle et je vais voir si ça fonctionne. Surtout que comme je vous l'ai dit, je dois me laver les cheveux beaucoup plus souvent maintenant, donc en fait autant avoir des produits parce que sinon j'en ai pas assez, voilà. Donc le masque Fino, hâte de tester, franchement j'en avais marre de le voir de partout et de pas le tester. Je l'ai pris en 3 fois parce que je le ramène pour des gens. Vous avez compris, c'est pas tout pour moi. J'ai ramené aussi pour les cheveux les produits de la marque Oni, pareil que j'ai vu partout avec le shampoing, l'après-shampoing. J'ai pris les recharges, j'ai trouvé que c'était très sympa d'avoir mis les recharges à disposition, donc ça c'est très cool, hâte de tester. Ça c'est la gamme du coup pour les cheveux, enfin pour nourrir les cheveux, hydrater les cheveux. J'ai pris une autre gamme aussi avec le shampoing et l'après-shampoing, d'ailleurs je trouve que les bouteilles sont très jolies, et ça en gros c'est plus pour, il me semble si je dis pas de bêtises, pour les cheveux colorés. Quand on a été avec Océane, on est allé du coup chez un grossiste de coiffeur dans lequel j'ai pris des produits un peu plus premium pour les cheveux pour le coup, donc j'ai pris la gamme de la marque Elima avec le shampoing, l'après-shampoing et aussi avec le masque. Donc ça c'est une marque un peu plus premium qu'ils utilisent beaucoup dans les salons de coiffure, donc hâte de voir si c'est bien ou pas. Et pareil j'ai pris une marque qui est en train de monter vraiment de ouf dans la beauté, et c'est la marque Milbon. C'est une marque en fait qui concurrence le soin Tokyo. Là Milbon c'est apparemment des soins qui sont encore mieux, donc envie de tester évidemment plus, donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Comme ça on est bien. Je me suis aussi acheté une brosse à brushing, c'est une brosse comme ceci, donc vraiment une brosse à brushing classique, sauf que ici vous avez des picots plastiques plus des picots naturels. C'est la marque qui s'appelle YS Park, je sais pas. J'étais avec Océane, c'est elle qui m'a dit de l'acheter. Et donc en gros je passe d'une brosse à brushing qui est celle-ci, la GHD, à celle-là, et j'ai vu la différence. Celle-ci est beaucoup plus légère et elle est plus grosse et plus facile pour attraper tous les cheveux. Donc hier j'ai fait mon brushing avec ça et je l'ai kiffé. Et j'ai aussi pris des fossiles, voilà, j'avais envie de tester. Je change d'endroit pour vous montrer ce que j'ai acheté au niveau de la nourriture et des petits souvenirs. J'ai pris déjà pour commencer 5 paquets de Kit Kat au thé vert. Mes parents sont navigants, travaillent dans les avions, ils me les ramènent depuis que je suis toute petite du Japon, je les adore. J'ai évidemment
évidemment obligée d'en ramener à la maison. J'ai aussi pris celui à la pêche que j'ai pas encore goûté, donc j'espère qu'il est bon. J'ai ramené des petits gâteaux du Mont Fuji en forme de Mont Fuji et j'ai ramené une petite pâte à l'ail. Au Pokémon Center, j'ai été très sage. J'ai acheté deux petites peluches, une Oniglali et l'autre j'oublie toujours son fucking nom, mais ça va me revenir. J'ai aussi pris une Master Ball que j'ouvrirai plus tard. Je trouvais ça fun. À l'intérieur, il y a un Pokémon, vous savez pas trop lequel. J'ai acheté aussi une figurine, mais celle-là je peux pas vous la montrer, j'avoue, parce qu'elle est dans son emballage. Vous savez pas laquelle vous allez avoir quand vous ouvrez le paquet. Et j'ai pas eu celle que je voulais, mais j'ai trouvé mignonne. Des petits souvenirs en rapport avec Ghibli. J'ai ramené un petit gardien de la forêt de Princesse Mononoke. Deux dessous de verre, mais que je vais utiliser comme souvenir. Donc ici, vous avez Calcifer du château ambulant, une petite suie du voyage de Chihiro, qui sont mes 3 Miyazaki préférés. Quand on était au temple des Daruma, j'ai acheté un petit Daruma comme ça en cristal. Je le trouvais super beau pour aller dans mon bureau. Henri a acheté exactement le même. On a acheté le vinyle de Princesse Mononoke avec du coup les soundtracks de Princesse Mononoke et l'autre de Princesse Mononoke aussi, les deux. J'ai oublié de vous montrer les Poki que j'ai déjà bien déglingués d'ailleurs, je vais en manger un maintenant. C'est des Poki géants, c'est vraiment catastrophique. Waouh. On s'est ramené 2 petites peluches de Disneyland, je crois que je vous les avais montrées, ils nous les ont offerts. À Disneyland, j'ai aussi acheté une petite veste, je crois que vous l'avez vu dans le vlog, et des oreilles évidemment. Le dernier truc que je voulais vous montrer, parce que je suis trop contente, c'est vraiment trop mignon. Après, il y a plein de petits bidules, hein. Il y a des trucs qu'on a récupérés dans des gachas et tout, enfin on avait plein de gachas, donc évidemment on a plein de petites figurines à 2 balles comme ça, c'est trop rigolo. Bah, ça on en a plein, je vais pas faire le tour et pas tout vous montrer. Mais le dernier jour, on est allé à Akihabara et on s'est retrouvé dans une boutique. Et au début, j'étais un peu en mode allez Marie, c'est bon, t'as acheté assez de trucs. Et Henri me l'a offert, c'est une boîte à musique du voyage de Chihiro. Je la trouve même pas creepy, je la trouve juste trop mignonne. Voilà, je suis pas très boîte à musique, mais j'avoue que celle-ci, je me suis dit, franchement Marie, si t'en faut une, c'est celle-là. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a un seul truc que je vous ai pas montré. C'est un fond de teint, le fond de teint tire-tire qu'on voit partout là. J'avais super envie de le tester, je me suis dit, il faut vraiment que je le teste et que je l'achète là, parce qu'avec les frais de douane et tout, bref. Donc voilà, hâte de tester, je vous ferai sûrement un TikTok crash test. On a ramené beaucoup de choses, hein. Ça c'est ce que moi j'ai ramené, Henri a ramené plein de trucs. On n'a pas acheté de vêtements, on n'a pas acheté tout ça, on a fait très peu d'achats vêtements. J'ai acheté mon sac, là vous l'avez vu, mais voilà, c'est tout ce que j'ai acheté au Japon. Franchement, je comprends vraiment les gens qui reviennent avec plusieurs valises parce que ça vaut tellement le coup, surtout sur la skincare. Et c'est vraiment un pays où il y a plein de petites choses à ramener, mais après voilà, on voulait ramener des choses utiles, des choses pour nos amis, pour nos familles. On voulait pas non plus tomber dans l'hyper-consumérisme en se disant on va acheter beaucoup, sachant qu'on sait pas forcément si on va les utiliser. Donc voilà, on a déjà acheté beaucoup par rapport à ce qu'on s'était fixé, mais c'était difficile de pas craquer. Maintenant je sais qu'il y a plein de choses où on va faire profiter nos proches. Ce qui clôture finalement cette vidéo, ce vlog très long sur lequel je suis revenue donc sur tout notre voyage au Japon et aussi sur finalement le haul tant attendu, toutes les choses que j'ai achetées, que j'ai ramenées, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère vraiment que j'aurais pu vous aider à la préparation de votre voyage si jamais vous avez prévu de partir là-bas. Je suis pas une organisatrice de voyage spéciale, je suis pas non plus spécialisée dans le Japon évidemment, moi je vous parle juste d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui a toujours rêvé de partir au Japon et qui a fait ce voyage là et j'ai beaucoup de mal à redescendre de ce voyage là, ça fait 48 heures qu'on est rentré et enfin ça va faire 48 heures là et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Je parle même pas d'un point de vue de jet lag, je parle pas de tout ça, mais je parle vraiment de prendre le recul et la teneur de ce que j'ai vécu et de ce qu'on a vécu avec Henri, parce que le Japon c'est un pays à part, c'est un pays différent du nôtre, très différent. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas comprendre. Je pense que le Japon c'est le genre d'endroit où même si tu vis depuis 15 ans, il y a des choses que tu peux pas comprendre, qui sont inhérentes à la culture japonaise. J'ai trouvé que c'était un pays magnifique dans lequel on se sentait bien, on se sentait en sécurité. J'avais très peur en fait d'y aller au début quand Henri m'a offert les billets d'avion parce que j'avais tellement idéalisé ce pays depuis plus de 10 ans que je m'étais dit putain, le jour où je vais y aller, j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, parce que je l'ai tellement idéalisé que j'avais peur d'être déçue et au final je l'ai pas été. Et je pense que si Henri m'avait pas offert les billets d'avion, je suis pas sûre que j'aurais eu les couilles un jour d'y aller, parce que justement j'aurais eu trop peur d'être déçue, et je suis contente qu'il ait pris le lead à ma place aussi, de prendre la décision pour nous de partir 3 semaines. C'est quelque chose en fait qu'on s'était pas autorisé depuis de jamais, parce qu'on n'est jamais partis 3 semaines tous les deux. C'était vraiment trop bien. Maintenant il y a un retour à la réalité qui doit se faire, qui va pas être évident je pense, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi pendant le voyage. J'ai appris à voir la beauté même dans des petites choses que je voyais pas forcément avant. Je pense que ça va beaucoup me servir en tant qu'être humain ce voyage, parce que ça m'a fait mine de rien un choc culturel que je pensais pas vivre, et je crois que ça m'a fait du bien, vraiment. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 31 janvier. Pour moi
moi l'année elle commence vraiment demain, 1er février. Mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog que vous allez voir. Parce que bah là, le mois de janvier pour moi c'était un mois... genre c'est le mois de mon voyage au Japon, donc il y a rien eu d'autre dans ma tête que ça. Ça m'a permis en fait de bien poser les bases dans ma tête de comment allait se passer mon année 2025 et du coup je pense que je pouvais pas la commencer d'une meilleure manière que celle-là. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'ai vraiment essayé de tout vous montrer le plus possible sur TikTok, sur Snapchat, sur Insta. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'aurais dû en profiter plus pour moi, mais en fait c'était vraiment ma manière de profiter. Je crois que je vous l'avais aussi dit dans les vlogs. Ça m'a fait tellement plaisir en fait de partager ça avec vous pour tous les messages que j'ai reçus et de voir en fait que c'était le rêve de beaucoup d'entre vous de partir et que vous viviez un petit peu ce rêve par procuration par mes vidéos. Bah ça m'a fait super plaisir parce que ça a été mon rêve pendant des années et je comprends vraiment pourquoi vous aviez envie de voir ces vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse fort. On se retrouve jeudi pour un nouveau vlog. Le vlog finalement qui va vraiment mettre le point de départ de cette nouvelle année 2025 au-delà du Japon. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à jeudi. Bisous.